Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 24 de Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 30 minutes. À la une, cette semaine, on revient sur les annonces majeures de la conférence Google I/O 2026. Et cette année, Google n'a pas simplement présenté une série de nouveautés technologiques. Google a surtout confirmé une bascule dont on parle depuis plusieurs mois dans ce podcast, l'arrivée du web agentique, un web où les assistants IA ne se contentent plus de répondre à une question, ils agissent, ils comparent, ils recommandent et demain, ils pourront même acheter à la place de l'utilisateur. Jusqu'ici, ce web agentique pouvait ressembler à un signal faible, une tendance portée par quelques acteurs de l'IA, quelques expérimentations, quelques usages très avancés, geeks. Mais quand Google place cette logique au cœur de son développement, l'information change totalement de dimension. Parce que Google reste l'une des principales portes d'entrée du web. Et lorsque Google fait évoluer son moteur vers des expériences plus conversationnelles, plus assistées, plus orientées action, ce changement ne concerne plus seulement les early adopters, il peut se généraliser très très vite. Et c'est ça le vrai sujet, parce qu'avec cette conférence, on entre clairement dans une nouvelle phase, celle d'un web où la recherche ne sert plus seulement à trouver une information, mais à exécuter une intention. Et pour les professionnels du marketing, du SEO, du contenu ou du e-commerce, ce changement il est majeur également, parce que si Google devient une interface d'action, alors la question n'est plus seulement comment apparaître dans les résultats, la vraie question devient comment être choisi par l'IA, comment être compris par les agents, comment rendre ces contenus, ces produits, ces offres suffisamment clairs, structurés et fiables pour être sélectionnés dans une réponse ou dans un parcours d'achat conversationnel. C'est donc la logique de visibilité digitale qui évolue et c'est le sujet à la une de cet épisode. Et ce n'est pas tout. Dans le reste de l'actualité, on verra aussi les 4 informations à retenir cette semaine sur le GIO, le référencement dans les LLM, avec des pistes concrètes pour optimiser votre référencement, comprendre le temps que mettent les LLM à citer vos contenus et la découverte d'un outil gratuit pour suivre votre visibilité dans les réponses des IA. On fera ensuite le point sur une analyse très intéressante de l'évolution des sources de trafic depuis le début de l'année. Parce que le SEO reste central, mais les comportements de recherche changent entre recherche organique, trafic direct, paid, IA conversationnel et nouveaux parcours utilisateurs. Les arbitrages marketing deviennent beaucoup plus complexes. On se posera aussi une question très opérationnelle, faut-il utiliser des FAQ dans une stratégie SEO alors que Google réduit fortement leur affichage dans les résultats enrichis. On parlera également de Shopify et du commerce agentique, car les plateformes e-commerce se préparent déjà à un futur où les agents IA pourront lire, comparer et recommander les produits à la place des internautes. Et on terminera avec le chiffre de la semaine, moins 36%, c'est la chute moyenne des vues de vidéos sur LinkedIn. Un chiffre qui rappelle une chose essentielle, sur LinkedIn, la vidéo ne suffit plus à capter l'attention, encore faut-il qu'elle soit pensée pour les usages réels de la plateforme. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou tranquillement chez vous, installez-vous bien, votre résumé de l'actualité marketing commence maintenant. Avant de passer à l'actualité à la une, je voulais prendre quelques secondes pour vous partager une bonne nouvelle. La chaîne YouTube du Petit Digital vient de passer le cap des 5000 abonnés. Alors déjà, un grand merci à toutes celles et ceux qui nous suivent là-bas. Merci pour votre soutien, pour vos vues, vos commentaires, vos pouces en l'air et tout simplement pour votre fidélité. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais sur la chaîne YouTube du Petit Digital, vous pouvez retrouver tous les épisodes audio de Digital Marketing for Pro, mais aussi les vidéos de nos interviews focus, comme notre échange avec Sébastien de Raisonnéo sur l'influence de l'IA dans les campagnes Google Ads, ou encore l'analyse d'Olivier de Canty sur la fiabilité du suivi des performances marketing. En clair, la chaîne YouTube du Petit Digital, c'est tout le contenu de votre podcast préféré, mais aussi d'autres formats autour du marketing digital, de l'IA, du SEO, des ads, du social media et de l'e-commerce. Donc si vous avez envie qu'on multiplie les formats vidéo, dites-le nous en commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube du Petit Digital pour ne rien manquer. On vous met tous les liens dans la description. Allez, on revient à notre actualité à la une. La semaine dernière, Google a tenu sa conférence annuelle Google I/O 2026. Et cette année, le message il est clair,
Google accélère massivement sur l'IA. Pas seulement dans Gemini, pas seulement dans ses outils de productivité, mais au cœur de son moteur de recherche, de ses interfaces et même de ses parcours d'achat. Alors, plutôt que de lister toutes les annonces, je vous propose de retenir 3 grandes idées. La première idée, c'est que la recherche de Google devient de plus en plus conversationnelle. Avec l'évolution de l'AI mode, Google veut permettre aux utilisateurs de poser des questions plus longues, plus complexes, plus proches d'une vraie demande comme on le ferait à un ami. On ne parle plus seulement d'une recherche du type meilleur CRM PME, on parle plutôt d'une demande compare-moi 3 CRM adaptés à une PME B2B de 20 personnes avec un budget limité, une intégration avec l'application marketing d'HubSpot et une équipe commerciale peu technique. Et dans ce cas, Google ne se contente plus de classer des liens. Il comprend l'intention, il croise plusieurs critères, il synthétise l'information et il peut orienter l'utilisateur vers une décision. Pour les marketeurs, l'enjeu il est concret. Il ne suffit plus seulement d'optimiser une page pour un mot-clé. Il faut rendre son offre compréhensible, qui vous êtes, ce que vous proposez, à qui vous vous adressez, pourquoi vous êtes crédible et en quoi vous êtes différent. Parce que demain, ce ne sera pas seulement l'utilisateur qui devra comprendre votre page, ce sera aussi l'IA qui devra être capable de vous identifier, de vous comparer et potentiellement de vous recommander. La deuxième idée, c'est que Google veut intégrer des agents IA dans les usages du quotidien. Ce qu'on voit avec cette conférence, c'est que l'IA sort du simple chatbot. Elle devient un assistant capable d'aider sur plusieurs étapes d'un travail. Faire une veille, résumer un document, structurer une analyse, comparer des options. Pour une équipe marketing, c'est évidemment un gain de productivité, mais le vrai sujet n'est pas seulement de produire plus vite, le vrai sujet, c'est de mieux piloter. Parce que si tout le monde peut générer une synthèse, un brouillon, une analyse en quelques secondes, la différence ne se fera plus sur la capacité à produire des campagnes marketing, elle se fera sur la qualité du brief, sur l'angle choisi, sur la compréhension du marché, sur l'originalité évidemment, et sur la capacité à transformer une information en décision. En clair, l'IA accélère l'exécution, mais elle rend la stratégie encore plus importante. La troisième idée, le commerce agentique se précise. C'est peut-être l'annonce la plus concrète pour les e-commerçants et tous les marketeurs. Avec les premières expérimentations autour de l'achat piloté par l'IA, on comprend que Google prépare un futur où l'utilisateur pourra déléguer toute une partie de son parcours d'achat à un assistant. Il pourrait demander « Trouve-moi une tenue professionnelle pour un entretien avec un budget de 150 € » et l'assistant pourrait comparer des produits, prendre en compte les préférences de l'utilisateur, proposer des options et faciliter l'achat. Dans ce modèle, le site e-commerce ne disparaît pas, mais son rôle il évolue. Il ne sert plus uniquement à accueillir l'utilisateur, il devient aussi une source de données pour les agents IA. Et ça veut dire que vos produits doivent être parfaitement lisibles. Prix, stock, taille, couleur, avis client, délai de livraison, conditions de retour. Tout ce qui est déjà important pour rassurer un client devient aussi important pour être compris par une machine. Et ça change la manière de penser le e-commerce. Le travail ne se limite plus à optimiser une fiche produit pour convaincre un humain. Il faut aussi la structurer pour qu'elle puisse être comprise, comparée et sélectionnée par un agent. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? D'abord, on ne panique pas. Tout ne va pas basculer en une semaine. Même si c'est Google, les usages doivent encore s'installer. La confiance doit se construire et certaines fonctionnalités arriveront certainement progressivement, surtout avec le cadre législatif européen. Mais il ne faut pas non plus minimiser le signal. Quand Google met l'IA conversationnelle, les agents et le commerce agentique au centre de sa conférence, c'est pas un test, c'est une trajectoire. Et pour les marques, les priorités deviennent assez claires. 1. Clarifier vos contenus. 2. Structurer vos données. 3. Renforcer vos preuves de confiance. 4. Rendre son site lisible pour les humains comme pour les IA. Parce que la grande bascule, elle est là. Le web ne sera plus seulement un espace dans lequel l'utilisateur navigue, il devient un espace dans lequel les IA vont chercher, comparer, synthétiser, recommander et même parfois agir. Donc la question à se poser après cette conférence, est-ce que l'IA va changer Google ? Non, c'est pas ça la question. La vraie question, c'est est-ce que mon site, mes contenus, mes produits sont prêts à être compris par des IA qui vont influencer les décisions de mes clients ? Et justement, on va continuer avec ce sujet parce que si les IA deviennent de nouveaux intermédiaires de visibilité, la question suivante, elle est évidente. Comment optimiser son site pour être cité dans leurs réponses ? Et c'est ce qu'on va voir avec les 4 informations GIO à retenir cette semaine.
Parmi toutes les annonces, toutes les études et tous les nouveaux outils autour du GIO, j'ai retenu 4 informations concrètes à connaître. 4 informations pour mieux comprendre comment les IA citent les contenus et surtout comment optimiser votre site pour augmenter vos chances d'apparaître dans leurs réponses. La première information, c'est que le GIO ne remplace pas le SEO, il s'appuie encore énormément dessus. C'est ce qui ressort notamment d'une méta-analyse menée par Cyrus Shepard, qui a compilé plusieurs dizaines d'études, d'expérimentations et de brevets autour des citations générées par les IA. Et quand on regarde les signaux qui semblent favoriser les citations dans les réponses des intelligences artificielles, on retrouve beaucoup de fondamentaux du SEO. L'accessibilité des URL, la capacité des robots à crawler des pages, la structure du contenu, la pertinence de la réponse, la crédibilité du domaine et dans certains cas, la visibilité déjà acquise en Google. Bref, les bases restent les bases. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que cela veut dire que déjà, on ne va pas tout refaire à zéro et que les marques qui travaillent déjà sérieusement leur SEO, elles ont déjà un temps d'avance. Mais elles doivent ajouter une nouvelle couche. Avant, l'objectif était surtout d'être bien positionné dans une page de résultats. Désormais, l'objectif est aussi d'être suffisamment clair, fiable et structuré pour être utilisé comme source dans une réponse générée. Donc le GIO n'est pas une rupture totale avec le SEO, c'est plutôt une extension. Le SEO vous aide à être trouvé, le GIO vous aide à être compris, cité et sélectionné. La deuxième information, c'est qu'on commence à avoir des repères sur le temps nécessaire pour être cité dans les réponses des intelligences artificielles. Et cette information vient d'une étude menée par Profound qui a observé le délai nécessaire avant qu'un contenu marketing soit cité dans les outils comme ChatGPT, Claude ou encore Gemini. Selon cette étude, le délai médian avant une première citation serait, attention, c'est précis, de 6,81 jours. L'autre repère, c'est que 75% des contenus visibles dans les réponses des IA seraient cités avant le 18e,68 jours. Et au-delà des 37,10 jours, l'absence de citation peut devenir un signal à surveiller. Alors attention, il faut être prudent. Cette étude ne dit pas que tous les contenus seront cités en une semaine. Elle analyse surtout des contenus qui ont fini par être cités. Donc on ne peut pas en tirer une règle universelle. Mais c'est quand même très utile pour piloter une stratégie. Parce que jusqu'ici, beaucoup d'équipes avançaient un peu à l'aveugle. On publie un contenu, on espérait qu'il soit repris et on n'avait pas vraiment de fenêtre d'observation. Là, on commence à avoir des repères. Si un contenu stratégique n'est toujours pas cité après plusieurs semaines, il faut peut-être se poser les bonnes questions. Est-ce que la page est bien indexée? Est-ce qu'elle est accessible aux robots? Est-ce que le contenu répond clairement à une attention? Autrement dit, le délai de citation devient un indicateur de diagnostic. Ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est un signal. Et c'est exactement comme ça qu'il faut l'utiliser. La troisième information, c'est que les sites doivent désormais être pensés pour les agents IA, pas seulement pour les humains. Cette fois, l'information elle vient directement des recommandations publiées par Google sur la manière de concevoir des sites exploitables par des agents IA. L'idée, elle est simple, c'est que si des agents peuvent naviguer, cliquer et remplir un formulaire ou comparer des offres à la place d'un utilisateur, alors la structure technique du site devient encore plus importante. Certains systèmes peuvent déjà naviguer sur un site comme le ferait un utilisateur. Ils peuvent rechercher un produit, cliquer sur un bouton, remplir un formulaire. Et cela pose une question très simple. Votre site est-il vraiment compréhensible par une machine? Un bouton construit avec une simple div stylisée peut sembler parfaitement clair pour un humain, mais pour un agent autonome, ce bouton il peut être un peu ambigu. Même chose pour des menus trop dynamiques, des overlays cachés, des formulaires mal labellisés ou des éléments interactifs sans rôle sémantique. Les agents analysent une page de plusieurs façons. D'abord visuellement, puis le code HTML, puis via l'arbre d'accessibilité. Plus votre structure est propre, plus l'interprétation est fiable, et ça change de la manière de regarder l'accessibilité. Pendant longtemps, l'accessibilité a été vue comme un sujet UX, ou comme une obligation réglementaire, ou parfois, soyons honnêtes, comme un sujet secondaire. Mais avec les agents IA, elle devient aussi un sujet de visibilité et d'interopérabilité. Un site accessible est plus simple à comprendre pour les humains, mais il est aussi plus simple à interpréter pour les machines. Et demain, cela pourrait devenir un vrai avantage concurrentiel. La quatrième information, c'est la sortie d'un outil de mesure GIO gratuit. Et cette semaine, c'est l'exemple, il est hyper intéressant parce que c'est HubSpot
AIO Grader. C'est un outil gratuit pensé pour analyser la visibilité d'une marque dans les réponses comme ChatGPT, Perplexity ou Gemini. Concrètement, il permet d'obtenir un score de visibilité IA, mais aussi d'évaluer votre part de voix face à vos concurrents, le sentiment associé à votre marque, les thèmes repris dans les réponses générées et les pistes d'optimisation pour améliorer votre présence. Et ça, c'est important. Parce qu'on ne peut pas piloter une stratégie GIO uniquement à l'intuition. Il va falloir mesurer. Est-ce que ma marque est citée? Dans quel contexte? Avec quel concurrent? Avec quel ressenti? C'est exactement le même mouvement qu'on a connu avec le SEO il y a 20 ans. Au début, on parlait de visibilité de manière assez théorique, puis les outils sont arrivés, les positions, les volumes, les mots-clés, les backlinks, les dashboards. Aujourd'hui, le GIO entre progressivement dans cette phase. On commence à passer de la discussion stratégique à la mesure opérationnel. On continue cet épisode avec une autre étude qui complète très bien ce qu'on vient de voir sur le GIO et la place de l'intelligence artificielle dans le parcours des utilisateurs. Parce qu'au fond, si les IA deviennent de nouveaux intermédiaires de visibilité, la question derrière, elle est très simple. D'où viendra le trafic de demain? Pendant longtemps, beaucoup de stratégies digitales ont été construites autour d'un réflexe assez évident. On produit du contenu, on le référence sur Google, on génère du trafic organique, puis on transforme ce trafic en lead ou en vente. Et soyons clairs, ce modèle fonctionne encore, mais il devient de moins en moins linéaire. D'après une étude menée par SEMrush sur plus de 50 000 sites et 17 secteurs d'activité, le volume global de trafic reste quasiment stable avec une légère baisse de 0,43%. En revanche, la répartition entre les canaux évolue fortement. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que la recherche organique, malgré tout, reste un canal majeur. Elle représente encore plus de 1000 milliards de visites sur l'année étudiée, donc non, le SEO n'est pas mort, loin de là, mais sa croissance ralentit. Toujours d'après cette étude, le SEO organique progresse de 2,38%, alors que le paid search progresse de 75%, et que le trafic issu des interfaces conversationnelles progresse de 66%. Dit comme ça, on pourrait se dire... Très bien, faut tout miser sur l'IA et le paid. Mais attention, parce que les ordres de grandeur restent très différents. Le trafic IA progresse vite, mais il ne représente encore que, attention, 0,14% du trafic total. Le paid search progresse également fortement, mais il ne pèse que 0,5% du trafic total. Et le SEO là-dedans, il représente quand même 16% du trafic total. Donc, le message n'est pas le SEO disparaît. Le message, il est beaucoup plus subtil. Le SEO reste central, mais n'est plus suffisant à lui seul. Et ça, c'est probablement la vraie bascule. Parce que pendant des années, beaucoup d'entreprises ont pu construire leur acquisition autour d'un pilier dominant. Être bien positionné sur Google, capter la demande existante, optimiser les pages qui convertissent et améliorer progressivement le tunnel de conversion. Aujourd'hui, la demande elle se fragmente. Une partie des utilisateurs continue de chercher sur Google. Oui. Mais une autre, elle passe par YouTube. Une autre va aller sur TikTok. Une autre va lire des avis sur Reddit ou interroger un LLM. Et une autre revient directement sur les marques qu'elle connaît déjà. Le parcours n'est plus un couloir, c'est un ensemble de points de contact. Et cette fragmentation est confirmée par le rapport State of Search qui a analysé le premier trimestre 2026 et publié par Datos avec Sparktoro. Il montre que la recherche reste dominée par Google, mais qu'elle n'est plus un tunnel unique. Les internautes passent désormais par les moteurs classiques, les assistants IA, les réseaux sociaux, les marketplaces et les espaces communautaires. C'est un changement très important pour les marketeurs parce que si la découverte se fait partout, alors la visibilité ne peut plus être pensée uniquement comme une position dans Google. Elle devient une présence globale, une présence dans les moteurs, dans les réponses IA, dans les réseaux sociaux, dans les communautés, dans les comparatifs, dans les contenus de recommandation. Et ça oblige à revoir la manière de piloter l'acquisition. Alors, qu'est-ce qu'on tire de tout ça ? Le premier enseignement, c'est qu'il faut continuer à investir en SEO, mais de façon différente. Le SEO reste un socle. Google conserve une domination très forte.
Pour vous donner quelques chiffres, parce qu'on est concret sur Digital Marketing for Pro, en mars 2026, il représentait encore 94% des parts de recherche desktop aux États-Unis et 95% en Europe et au Royaume-Uni. Donc sortir du SEO serait une erreur, mais faire du SEO comme on faisait en 2018 serait aussi une erreur. Pourquoi ? Parce que les requêtes, elles changent. Le même rapport montre que les recherches de 6 à 9 mots progressent et que les requêtes de 10 mots et plus augmentent également, même si elles restent minoritaires. C'est ce qu'on appelle les long trends. Autrement dit, les internautes formulent des demandes plus précises, certainement également influencées par l'utilisation des IA. Ils ne cherchent plus seulement logiciel emailing, ils cherchent plutôt meilleur logiciel emailing pour une PME B2B avec une automatisation simple et un budget limité. Et ce changement, il favorise les contenus capables de répondre à des intentions très concrètes. Des comparatifs, des guides, des cas d'usage, des contenus orientés problématiques et des pages qui aident vraiment à décider. Les contenus trop génériques, eux, vont perdre en efficacité parce qu'ils répondent moins bien à ces requêtes longues, c'est plus contextualisé, plus proche d'une vraie intention business. Le deuxième enseignement, c'est qu'il faut regarder la qualité du trafic et pas seulement son volume. On en avait parlé avec Olivier Guillaume lors du 4e épisode de Focus. 3e épisode de Focus, pardon. C'est un piège classique. Quand le trafic organique baisse, on panique. Quand une nouvelle source progresse, on s'enthousiasme. Quand un canal explose en pourcentage, on veut tout lui réallouer. Mais en marketing, le volume ne suffit jamais. Et la vraie question, c'est quel trafic génère réellement du business ? Un trafic IA encore faible peut avoir une valeur stratégique s'il influence une décision d'achat. Un trafic SEO plus bas peut mieux convertir s'il vient de requêtes plus précises. Un trafic direct peut traduire une marque plus forte, ou un trafic social peut nourrir la demande avant même qu'elle ne s'exprime dans Google. C'est pour ça que les arbitrages doivent évoluer. Il ne faut plus seulement regarder combien de visites, il faut regarder quelle intention, quelle maturité, quelle contribution au parcours, quelle influence sur la conversion et surtout, quelle valeur business. Et ça va forcément compliquer les tableaux de bord parce que les anciens modèles d'attribution auront de plus en plus de mal à raconter toute l'histoire. Un utilisateur peut découvrir une marque dans une réponse IA, regarder une vidéo sur YouTube, lire un post LinkedIn, comparer sur Google, puis revenir en direct 2 semaines plus tard. Dans les analytics, on verra peut-être une conversion au trafic direct. Mais la décision, elle aura été construite ailleurs. Le 3e enseignement, c'est qu'il faut construire une présence multicanal cohérente. Ça sert à rien d'être partout pour être partout. Ça, c'est le meilleur moyen de disperser les efforts. Mais comprendre où naît réellement la demande dans votre secteur d'activité et surtout dans le comportement d'achat de vos cibles. Pour certains marchés, ça sera encore Google. Pour d'autres, ça sera YouTube. Ou pour d'autres encore, ça sera les IA conversationnelles. Le rôle du marketing, ce n'est plus seulement d'optimiser un canal, c'est d'orchestrer des points de contact et surtout de maintenir une cohérence entre ces points de contact. Si votre site dit une chose, mais que vos contenus sociaux disent une autre, que vos avis clients racontent une autre histoire et que les IA comprennent mal votre positionnement, votre visibilité, elle devient totalement confuse. Et à l'inverse, une marque qui exprime clairement son expertise partout augmente ses chances d'être retenue par les internautes, par les moteurs, par les communautés et par les IA. Le 4e et dernier enseignement de cette étude, c'est que le trafic issu de l'IA ne doit pas être analysé uniquement comme une source de visite. C'est probablement le point le plus important. Aujourd'hui, le trafic direct venant de ChatGPT, Perplexity, Gemini ou encore Claude reste faible, mais leur rôle, elle ne se limite pas du tout au clic. Une IA peut influencer une décision sans générer immédiatement une visite. Elle peut citer une marque, comparer des solutions, résumer des avis. Et si on regarde seulement les sessions dans Google Analytics, on risque de sous-estimer complètement cette influence. C'est exactement la même logique que pour le social organique ou le brand content. Tout ne se mesure pas au dernier clic. Certaines expositions construisent la confiance, certaines citations créent la préférence et certaines recommandations déclenchent une recherche de marque plus tard. Et c'est là que le GIO rejoint directement la stratégie d'acquisition. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir du trafic depuis les IA, il s'agit d'exister dans des environnements où les décisions commencent à se former. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? D'abord, on ne coupe pas le SEO, au contraire, on le renforce. Ensuite, on travaille la marque, parce que dans un environnement plus fragmenté, une marque forte capte plus facilement l'attention, le trafic direct, les recherches et les recommandations. Ensuite,
On diversifie et de façon intelligente. On n'ouvre pas 10 nouveaux canaux d'un coup, mais en identifiant les 2-3 espaces où votre audience se renseigne vraiment avant de décider. Et enfin, on adapte à la mesure. On ne regarde plus seulement le trafic total, on regarde la contribution des canaux, la qualité des sessions, la présence dans les communautés, la cohérence du parcours complet en réalité. Parce que la conclusion de ces études, elle est assez claire. La recherche ne s'effondre pas, elle se fragmente. Et dans un monde fragmenté, la performance ne vient plus seulement d'un canal le plus puissant, elle vient de la capacité à être visible, crédible et cohérent sur l'ensemble du parcours. On continue avec une question cette fois-ci moins philosophique et plus opérationnelle. Faut-il encore utiliser des FAQ dans une stratégie SEO ? La question elle se pose parce que Google vient d'officialiser l'arrêt complet de l'affichage des FAQ Rich Results dans ses résultats de recherche depuis le 7 mai 2026. Alors, concrètement, c'est quoi les FAQ Rich Results ? C'était tout simplement l'affichage de questions-réponses directement sous un résultat Google. Par exemple, sous une page produit ou une page service, on pouvait voir apparaître plusieurs questions avec quels sont les délais de livraison, comment fonctionne l'abonnement, est-ce que ce service est adapté aux PME. L'utilisateur pouvait dérouler la réponse directement dans Google sans forcément cliquer tout de suite sur le site. Pour les marques, c'était intéressant pour 3 raisons. La première, le résultat prenait plus de place dans les résultats de recherche. Ensuite, forcément, la réponse, elle paraissait beaucoup plus complète et ça rassurait. Et enfin, parce que ces questions pouvaient répondre à certaines objections avant même d'avoir un clic sur votre site internet. C'est pour ça que pendant plusieurs années, intégrer une FAQ sur ces pages faisait partie des bonnes pratiques SEO. Et plus récemment, avec le JIO, cette logique avait aussi gagné en crédibilité. Parce qu'une FAQ bien construite, c'est une information structurée en questions-réponses, donc c'est clair pour l'utilisateur, c'est lisible pour Google, et ceci facilement exploitable par une IA générative. Chaque question correspond à une intention précise, chaque réponse peut être comprise, extraite, résumée ou citée, mais aujourd'hui, Google met fin à l'affichage enrichi de ces FAQ. Alors concrètement, même si votre page utilise encore un balisage FAQ page qui fonctionne, les accordéons de questions-réponses n'apparaîtront plus dans les résultats de Google. Et ce n'est pas tout, parce que le rapport FAQ disparaîtra aussi de la Google Search Console en juin 2026. Le test des résultats enrichis ne prendra plus en charge les FAQ et le support de l'API Search Console sera supprimé en août 2026. Alors, est-ce qu'il faut supprimer les FAQ de vos pages ? La réponse, elle est non. Mais il faut arrêter de les utiliser comme un simple hack SEO. Si votre FAQ existe uniquement pour occuper de la place dans Google, son intérêt vient clairement de disparaître. En revanche, si elle répond à de vraies questions utilisateurs, elle reste utile. Une bonne FAQ peut encore clarifier une offre, lever une objection, et rendre une page beaucoup plus compréhensible pour les moteurs, notamment les IA. Donc la bonne approche, elle est simple, garder les FAQ qui apportent une vraie valeur, celles qui répondent aux questions. En revanche, supprimer ou retravailler les FAQ qui étaient génériques pour avoir de la visibilité dans le résultat de recherche. La fin des FAQ Rich Results ne veut donc pas dire fin des FAQ, elle veut dire fin des FAQ opportunistes, et c'est plutôt sain, parce qu'en SEO, comme en GIO, la logique devient de plus en plus la même, moins de contenu artificiel, plus de réponses utiles, plus de structure, plus de clarté. Donc non, il ne faut pas arrêter les FAQ, il faut simplement arrêter de les produire pour prendre plus de place dans Google et recommencer à les produire pour aider l'utilisateur à comprendre, comparer et décider. Après le JIO, les sources de trafic, les FAQ et la structuration des contenus, on arrive à une question très concrète pour les e-commerçants. Votre boutique est-elle prête à être comprise par des agents IA ? Et cette question, Shopify la prend très au sérieux. La plateforme vient de lancer Shopify Agentic Commerce Readiness, un outil gratuit qui permet d'analyser si une boutique e-commerce est prête pour l'ère du commerce agentique. Concrètement, vous collez l'URL publique d'une fiche produit, l'outil analyse la page et vérifie si elle est suffisamment lisible pour des agents comme ChatGPT, Gemini, Copilot, etc. Le scan repose sur 31 vérifications automatiques réparties en 5 grandes catégories. La découverte par les agents, la qualité des données produits, la capacité transactionnelle, les signaux de confiance de la boutique et la maturité opérationnelle. Et à la fin, l'outil génère un score global des priorités d'optimisation et une feuille de route
d'amélioration. Alors dit comme ça, on pourrait croire qu'il s'agit simplement d'un outil d'audit technique, mais en réalité, c'est beaucoup plus stratégique parce que Shopify est en train de dire aux commerçants, demain, vos clients ne viendront peut-être plus toujours directement sur votre site pour comparer vos produits, ils passeront peut-être par un agent IA. Comme on vient juste de le dire tout au long de cet épisode, un utilisateur pourra demander quel est le meilleur legging de sport livré rapidement avec un retour gratuit pour moins de 80 € et l'agent, il ne va pas lire votre site comme un humain. Et si ces informations sont présentes pour l'humain, mais pas lisibles pour la machine, vous avez un problème. C'est probablement la phrase la plus importante de ce sujet. Visible pour l'utilisateur ne veut pas dire exploitable par un agent IA. Et c'est exactement ce que montre l'exemple cité autour de Gymshark. La marque obtient un score de préparation élevé, autour de 84%, mais l'outil détecte quand même des blocages. Par exemple, des avis clients visibles sur les fiches produits peuvent être considérés comme absents si le balisage Aggregate Rating n'est pas correctement renseigné dans le JSON. Même logique pour la politique de livraison. Elle peut être présente dans le footer, mais insuffisamment structurée pour être comprise clairement par un agent. Et là, on touche à un enjeu majeur. Pendant des années, l'e-commerce a été pensé autour de l'expérience utilisateur. Tout cela reste évidemment essentiel, mais une nouvelle couche s'ajoute l'expérience machine. Est-ce que votre site peut être lu, compris, comparé et utilisé par un agent ? Elle concerne aussi les PME, les retailers locaux, les marques de niche, les marketplaces spécialisés, parce que si les agents IA deviennent un nouveau point d'entrée vers l'achat, alors la bataille ne se jouera pas seulement sur le design du site, elle se jouera sur la qualité des données. Et là, Shopify met en avant plusieurs éléments déjà intégrés nativement sur sa plateforme, le product JSON, les balises Open Graph, la schéma organisation, les pages de politique standardisées, le Storefront API, le fichier product JSON et les Checkout Express comme ShopPay ou Apple Pay. Mais Shopify le reconnaît aussi, tout ne dépend pas de la plateforme. Les descriptions de produits riches, les FAQ, les avis, autrement dit, la base technique peut aider, mais la crédibilité reste un travail éditorial et commercial. Et ça, c'est un point important parce qu'on pourrait être tenté de croire qu'il suffit d'avoir le bon CMS, le bon plugin ou le bon outil pour être prêt à l'IA agentique, mais non. Être prêt pour le commerce agentique, ce n'est pas seulement installer une couche technique, c'est rendre son offre parfaitement compréhensible pour un humain, pour Google, pour les IA, et demain, pour les agents capables de comparer et d'acheter. Allez, on termine cet épisode avec le chiffre de la semaine qui ne va pas parler d'IA, je vous promets. Le chiffre de la semaine, c'est moins 36%. Moins 36%, c'est la chute moyenne des vues vidéo observées sur les pages LinkedIn d'après une étude menée sur plus de 1,3 million de posts issus de plus de 16 000 pages professionnelles. Et ce chiffre, il est intéressant parce qu'il casse une idée reçue. Non, la vidéo n'est pas automatiquement le format le plus performant sur toutes les plateformes. Sur TikTok, Instagram ou YouTube, la vidéo est au cœur de l'usage. Mais sur LinkedIn, les attentes sont différentes. Les utilisateurs viennent chercher de la valeur professionnelle. Donc publier une vidéo ne suffit pas, surtout si cette vidéo a simplement été recyclée depuis notre plateforme. Sur LinkedIn, une vidéo doit être pensée pour le contexte d'attention de LinkedIn. Elle doit aller vite, elle doit poser un enjeu dès les premières secondes, elle doit être compréhensible sans le son, et surtout, elle doit apporter une valeur immédiate. Ce chiffre ne veut donc pas dire qu'il faut abandonner la vidéo. Il veut dire qu'il faut arrêter de publier de la vidéo par réflexe. Dans la même étude, les documents natifs comme les carousels ou les PDF intégrés directement à LinkedIn atteignent environ 7% d'engagement. Et ce n'est pas un hasard. Ces formats correspondent mieux à certains usages de la plateforme. Expliqués, structurés, synthétisés. La vraie question n'est donc pas est-ce que je dois faire de la vidéo, la vraie question devient quel format sert le mieux mon message sur LinkedIn ? Si vous voulez incarner une opinion forte, la vidéo peut être très pertinente. Si vous voulez exprimer et expliquer une méthode, un carrousel peut être un peu plus efficace. Et si vous voulez ouvrir un débat, un post-texte, il peut largement suffire. Ce chiffre de moins 36% nous rappelle donc une chose simple. Sur LinkedIn, la performance ne vient pas du format à la mode, elle vient de l'adéquation entre le format, le message et le contexte d'attention. Et justement,
Si ces sujets LinkedIn vous intéressent, restez bien abonnés au podcast. Nous avons eu la chance d'interviewer Amandine Martin-Briand, Head of LinkedIn Marketing Solutions pour la France, dans un échange exclusif autour des bonnes pratiques pour performer sur LinkedIn en 2026. On y parle format, vidéo, contenu B2B, performance, algorithme, stratégie de marque, bref, plein d'informations très concrètes pour mieux comprendre ce qui fonctionne vraiment sur la plateforme et adapter vos stratégies. Ce 4e épisode de Focus, cette fois-ci je ne me trompe pas, le format long de Digital Marketing for Pro arrive très vite sur la chaîne, donc si vous ne voulez pas le manquer, abonnez-vous dès maintenant au podcast. J'ai complètement explosé ma promesse de vous résumer l'actualité en moins de 30 minutes, donc avant de se quitter, on va résumer tout ce qu'on s'est dit. Premier point, le web agentique n'est plus seulement une hypothèse. Avec les annonces de Google, on comprend que Google ne veut plus seulement organiser l'information. Google veut devenir une interface capable de comprendre, de recommander et d'agir. Et quand Google met cette logique au cœur de son développement, le sujet, il est loin d'être juste un sujet de geek. Ça va se généraliser dans les années à venir. Le deuxième point, c'est que le référencement ne se limite plus à être bien positionné dans Google. Avec le JO, avec les réponses générées par les IA, avec les agents capables de lire et d'interpréter les sites, votre visibilité dépendra de plus en plus de votre capacité à être compris, cité et sélectionné par les IA. Et pour ça, les fondamentaux restent essentiels, des contenus clairs, structurés, des preuves visibles et un site techniquement lisible. Le troisième point, c'est ce qu'on vient de voir avec LinkedIn, c'est que les formats et les contenus ne doivent plus être choisis par réflexe. La vidéo ne suffit plus à capter l'attention. On l'a vu aussi avec les FAQ. Ce n'est pas parce qu'un format perd un avantage SEO qui devient totalement inutile. La vraie question désormais, c'est toujours la même. Est-ce que ce contenu aide vraiment l'utilisateur à comprendre, comparer et décider ? Si cet épisode vous a fait réfléchir, si vous avez appris quelque chose, alors on a rempli notre mission, vous proposer un format court, activable, qui vous aide concrètement à enrichir vos stratégies marketing. Et justement, le débat continue. Si vous voulez réagir à l'un des sujets de cet épisode, partager votre point de vue ou débattre plus largement de l'évolution du marketing digital, je vous donne rendez-vous sur Reddit. Il existe un subreddit qui s'appelle Marketing FR. Il est en train de rassembler une communauté d'experts du marketing francophone. La communauté est là encore naissante, mais plus on est nombreux, plus les discussions deviennent intéressantes. Donc si vous voulez prolonger la discussion après cet épisode, venez nous rejoindre sur Marketing FR, sur Reddit. Et si vous considérez que ce podcast vous apporte de la valeur, alors c'est à votre tour de nous soutenir. Recherchez DM4 Pro pour retrouver le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et prenez quelques secondes pour vous abonner au podcast, laisser un commentaire et surtout mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui nous permet de faire grandir Digital Marketing for Pro et surtout d'être chaque mois de plus en plus nombreux à réfléchir ensemble aux évolutions du marketing digital. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouveau débrief de l'actualité du marketing digital, parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.